New World Forum de cette semaine choisit de rendre hommage à un des grands artisans de la section du Togo à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le parcours d'un héros national. Et pour cet exercice, nous avons invité au plateau de New World Forum docteur Alourou Mama. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Gilles. Merci d'être avec nous. Vous êtes Merci. docteur en histoire contemporaine. Vous êtes enseignant vacataire à l'université de Lomé. Sylvanus Olympio, vous le connaissez très bien. Et pour avoir animé d'ailleurs cette semaine plusieurs conférences sur le personnage. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et je le disais, Gilles, merci beaucoup également à la chaîne New World qui nous donne l'occasion de venir parler de certains faits marquants de l'histoire contemporaine de notre pays à nos compatriotes. Sylvanus Olympio, on les connaît bien à travers les recherches que nous avons eues à effectuer. Et d'emblée, on peut le considérer comme étant l'une des figures marquantes de l'histoire contemporaine du Togo, l'un des acteurs principaux de la lutte pour l'indépendance du Togo, si ce n'est pas le héros ou le père de l'indépendance. À ce titre, on peut le considérer comme étant le Gandhi du Togo, le Kwame Nkrumah du Togo, le Gamal Abdel Nasser du Togo, ou encore le Mustafa Atatürk de la Turquie. Nous aurons l'occasion de creuser ce sujet avec vous. L'honorable Léonardina de Souza, épouse Wilson. Madame de Souza, bonjour. Bonjour, monsieur Boko. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau pour parler de Sylvanus Olympio, que vous connaissez. Vous m'aviez dit à peine dans l'adolescence, quand il disparaissait déjà. Oui, effectivement. Moi, j'étais en classe de 6e. Et à l'époque, nous avions beaucoup d'admiration pour le personnage. Et puis, même au Nouvel An, en famille, on est allé lui présenter les vœux, à lui et puis à son épouse. Et c'est la première fois que vous le voyez? Effectivement, c'était la première fois parce que comme il n'avait pas tellement vécu, du moins étant donné l'âge que j'avais à l'époque, donc il était à l'extérieur et puis peu de temps après, donc quand il était revenu. Donc c'était la première fois. Alors vous voyez, entre frères et sœurs, tout jeunes qu'on était, on était un peu pressés de le voir, de voir la personne. Et quand on l'a vu, on était admiratifs. Parce que son style et tout cela, pourtant c'était juste les vœux en famille, donc son style nous a marqué. Précisez, parce que c'est votre oncle, votre mère est la sœur, même père, même mère de Sylvanus Olympio. Elle s'appelait Emma Epifanio Olympio. Ils sont de même père. Même père, pas de même mère. Ils sont de même père. Donc c'était la famille très rapprochée. Madame Léonardina de Souza, épouse Wilson, est déléguée nationale des dames de l'Union des forces de changement, le parti que dirige Gilchrist Olympio, fils de Sylvanus Olympio, et deuxième secrétaire parlementaire à l'Assemblée nationale. Et notre troisième invité va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il s'agit de Jean-Emmanuel Gnagnon, il est homme de lettres. Docteur Gnagnon va nous rejoindre au cours de cette émission. Alors, fidèles téléspectateurs, comme d'habitude, vous êtes autorisés, vous êtes conviés à participer à cette émission. Dans la seconde partie, envoyez-nous vos contributions, vos questions par WhatsApp, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Est-ce que vous connaissez Sylvanus Olympio? Quel est aujourd'hui son héritage politique? Qu'est-ce que vous retenez de ce personnage considéré donc comme le père de l'indépendance du Togo? Nous attendons vos contributions, vos questions dans la seconde partie de New World Forum. Mais docteur Maman, je voudrais commencer avec vous. Qui est Sylvanus Olympio? Je pose la question, elle n'est pas banale parce qu'on croit le savoir, mais chaque jour, en préparant cette émission, j'ai découvert encore d'autres dimensions du personnage. Ça veut dire que nous avons encore à faire connaître Sylvanus Olympio. Oui, effectivement, Sylvanus Olympio, c'est, comme je le disais dans ma présentation, c'est celui-là qu'on peut considérer comme le héros de la lutte pour l'indépendance au Togo, celui qui était le porte-flambeau du nationalisme togolais, celui-là qui était, entre guillemets, le chantre, l'éclaireur, le meneur des indépendantistes au cours de la période
qui est allé entre 1945 et 1960, revenu très tôt des études de l'Europe. Il va rapidement intégrer la politique et va être considéré comme la lumière montante du nationalisme togolais. C'est d'ailleurs pourquoi la France va chercher à l'abattre ou à l'éliminer de la politique, parce qu'il était le meneur principal de la lutte pour l'indépendance, dont il va proclamer solennellement l'indépendance le 27 avril 1960. Donc, au vu de ses sacrifices et de la lutte qu'il a menée, on peut le considérer, comme je le disais, le Kwame Nkrumah du Togo, ou le Mustafa Kemal de la Turquie, ou encore Gamal Abdel Nasser du Togo, ou encore Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi de l'Inde. Voilà. Mais on dit de lui qu'il était un grand intellectuel. Effectivement, vous comprenez que déjà à partir de 1920, alors qu'il est né en 1902. Né en 1902, le 6 septembre 1902, déjà à partir de 1920, il avait terminé ses études primaires et secondaires, après avoir effectué le coup de mer à l'époque coloniale allemande. Parce que le Togo, vous le savez, comme tout le monde, a été un territoire occupé par les Allemands, les Anglais et les Français ensemble, et plus tard les Français. J'explique un peu. Le Togo a été au prime abord un protectorat allemand entre 1884 et 1914, date à laquelle la Première Guerre mondiale est déclenchée. Alors, au déclenchement de cette guerre, les puissances occidentales qui étaient présentes en Afrique se sont livrées la guerre en Afrique. Alors, au Ghana, il y avait l'Angleterre, au Dahomey, il y avait les Français. Ils ont attaqué l'Allemagne qui était au Togo et ils l'ont pris en sandwich et ont considéré son territoire comme étant un butin de guerre. Donc, tout au long de la guerre, le Togo a été dominé par les deux puissances comme butin de guerre, avant que la SD ne soit créée en 1920. La Société des Nations. La Société des Nations ne soit créée en 1920 pour régler le conflit. Et dans le règlement du conflit, elle va entériner le partage du Togo par ces deux puissances et confier à chacune de ces puissances les deux parties du Togo comme étant des territoires sous mandat de la SDN, administrés par des puissances considérées comme des puissances mandataires. Donc du coup, il va fréquenter à l'école allemande. Plus tard, sous l'occupation, quand le Togo était un condominium franco-britannique, il va aller à l'école anglaise et plus tard encore à l'école française. Déjà à 18 ans, il maîtrisait les 3 langues internationales, mis à part ces langues locales. Il parlait le V, il parlait Yoruba, il parlait également, disons-on, la langue de son grand-père qui était un Portugais d'origine. Sylvain est d'origine afro-brésilienne, les Portugais qui sont installés au Brésil et plus tard sont installés sur les côtes africaines. Donc du coup, c'était un intellectuel hors pair dans les années 1930-40 qui a éclairé toute la lutte pour l'indépendance au Togo. Il a étudié l'économie politique à Londres et le droit international à Dijon. Oui, également. Il y a plusieurs doctorats, j'ai lu dans certaines de ses biographies. Ou doctorat, je pense que c'est un peu trop allé à ce moment-là. Mais on peut considérer les diplômes qu'il a eu comme étant des diplômes de niveau licence ou plus. Donc déjà... Mais licence d'alors, ça équivaut plus... Si. Doctorat ou doctorat d'aujourd'hui. Déjà à ce moment-là, obtenir un CEP était déjà un exploit. Et avoir franchi toutes ces étapes-là et continuer les études en Angleterre, notamment à la London School of Economics, où il obtient son diplôme d'économie brillamment. De là, il revient en France, à Dijon, où il continue ses études supérieures, cette fois-ci en droit international, qui va aller peaufiner également en Autriche, qui était en ce moment-là une école de référence en ce qui concerne le droit international. Donc du coup, il revient très requinqué et il revient comme un personnage hors du commun en matière de culture intellectuelle au Togo. Ces gens, en ce moment-là, ces genres de personnes d'ordinaire ne reviennent plus et ils sont devenus des intellectuels qui sont au service des puissances. Des gens s'établissent définitivement en Europe et continuent par travail parce que là, ils peuvent gagner un bon travail
un bon boulot, mais il a décidé de revenir au Togo Il a été et de lutter pour l'indépendance. Après ses études à Londres pour travailler pour la Société Unilever. Madame de Souza, qui suis en termes de famille très loin de Sylvanus Olympio, j'ai la chair de poule quand on parle de lui. Vous, qui êtes de la famille, en tant que nièce, ce personnage, qu'est-ce que vous savez de lui? Qu'est-ce qu'on disait de lui? Qu'est-ce que votre maman a raconté de Sylvanus Olympio? Qui était-il? Bon, disons qu'il faisait partie des premiers enfants de leur papa. Et étant donné vraiment sa carrure, ses jeunes frères et sœurs avaient beaucoup d'admiration pour lui. Bon, pour la partie que moi j'ai connue. Voilà. Et en fait, comme il était resté à l'extérieur longtemps, donc nous qui sommes les neveux nièces, bon, nous sommes venus bien longtemps après, donc on attendait parler effectivement de lui par nos parents, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Seulement, j'ai eu l'occasion en famille d'aller lui présenter les vœux avec les parents. Le 1er janvier 1963. Un peu avant sa disparition. C'est ça. Et là, c'était la première fois qu'on le voyait, je vous assure, en le voyant. Nous étions, les frères et sœurs, nous étions admiratifs vraiment de le voir. Parce que colosse, il était géant. Non, bon, il était moyen, mais sa carrure, on sent vraiment un homme qui a une forte personnalité. Une forte personnalité qui frappe. Et on voit qu'il sait ce qu'il veut. Il ne parle pas pour parler. Vous voyez, quand il parle, bon, c'est pour dire quelque chose, etc. Donc, bon, nous, on était préadolescents. Donc, bon, ben, il a échangé un peu avec nous, etc. Et puis, nous étions contents et nous nous sommes dit, ah. C'était un personnage sympathique ou autoritaire ou... Un personnage sympathique. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles telles que l'Olympio, etc. Donc, l'éducation était très stricte et rigoureuse. Donc, bon, c'était comme ça. C'est-à-dire, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, nous, on n'était pas désorientés du tout. Mais bon, il a échangé. Donc, il nous a dit les paroles, comment on allait, etc. On a répondu. Mais nous, on s'attendait à retourner le voir pour nous instruire. Vous voyez. C'est-à-dire, quand il y a une personnalité comme lui, savoir, bon, ben, pour le Togo, qu'est-ce qu'il comptait faire. Donc, nous, tout petit, on pensait pouvoir avoir l'occasion de le revoir et d'échanger un peu avec lui. Mais une semaine après, il y a eu cet incident tragique, alors qu'il a coupé le souffle à tout le monde. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Alors, était-il le seul intellectuel de la famille? Comment se fait-il que c'est lui qui a atteint les sommets Bon, il y a d'autres, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a d'autres qui sont restés, c'est-à-dire au niveau Ghana, c'est-à-dire anglophone, etc. Mais lui, il y avait la chance qu'il avait la culture anglophone, francophone, et puis bon, côté allemand, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais pourquoi il a choisi le Togo alors qu'il est né dans le Togo britannique à Kwando? Pourquoi il a choisi plutôt de faire carrière dans le Togo qui était plutôt sous domination des Français? Ben, je crois que après il y a eu, je crois que de la part à la suite de la défaite de l'Allemagne, je crois qu'il y a eu la séparation, vous voyez. Donc c'est pas, lui n'a pas choisi, ça lui est tombé dessus comme ça, vous voyez. Après la défaite de l'Allemagne, donc ce que Dr Alaroy a dit tout à l'heure, donc il y a une partie qui est allée au Ghana, une autre partie au Dahomey. Bon, donc c'est tombé comme ça. Il aurait pu rester dans le Togo britannique, là où il est né. Bon, ben, la maison familiale était à Agoué, qui se trouvait dans le Togo. Ouais. Parce que la frontière, jusque là-bas, si on parle de frontière, la douane, comme on disait, se trouvait à Grand Popo. Effectivement, donc, votre grand-père était à Agoué. Il récupérait les esclaves vendus ça, je sais pour les réimplanter. vous savez, bon, dans tout ça, vous savez, ben, il a épousé la maman de Feu Sylvanus Olympio, donc, qui est de Corbongou, qui s'appelle... Fidelia. Voilà, Fidelia Afé. Fidelia Afé. Donc vous voyez, bon, ce que vous avez dit par rapport à ce qu'il a fait, donc l'action même, ben. Non, dans le bon sens, il ne récupérait pas pour vendre, mais lui plutôt il récupérait pour les aider. Les esclaves, oui, et effectivement pour les rapatrier, donc pour les faire revenir sur leur terre natale. Nous sommes rejoints, comme je l'ai annoncé, par Jean-Emmanuel Gnagnon. Jean Gnagnon, bonjour. Bonjour, Gilles. Parlons de Sylvanus Olympio. Qui est-il pour vous?
Bonjour, chers compatriotes togolais, ceux qui nous suivent depuis les autres points du continent. Sylvanus Olympio, il faut le dire, nous avons entendu parler de lui, et nous avons lu son histoire, et nous savons qu'il a été le premier président démocratiquement élu du Togo. Et nous savons également que malheureusement et dramatiquement, il a été assassiné le 13 janvier 1963. Mais l'homme, en réalité, il faut le découvrir. On nous l'a raconté, mais nous sommes allés également le découvrir au travers de nos lectures. Il faut dire quand même que ce que nous avons entendu de lui, c'était un homme de rigueur, c'était un homme préparé à la fois pour pouvoir diriger en réalité. D'autant que son parcours, comme des intervenants l'ont dit tout à l'heure, était un parcours atypique parce que formé intellectuellement, si bien formé, initié à plusieurs langues, initié à l'économie, initié au droit international. Il a exercé comme entrepreneur en réalité, comme agent commercial. Il était très fort dans le négoce, ce qui montre en réalité que c'était un homme bâti pour pouvoir construire et aussi pour pouvoir diriger. Donc nous pensons que c'était quand même quelqu'un qui était également enclin à porter des idéaux de liberté et d'indépendance, d'autant que réellement son engagement en politique, parce qu'il faut bien soulever déjà quelque chose, en réalité Sylvanus Olympio n'a pas été préparé pour la politique. Il n'a pas été préparé pour la politique parce qu'il a été beaucoup plus préparé pour pouvoir diriger des entreprises. C'était un manager. C'est pour cela que quand vous voyez plusieurs fois dans l'histoire, vous allez très bien, vous allez très vite faire de comprendre qu'en réalité c'était pas un politicien. Il était plutôt un acteur de développement qui était beaucoup plus porté vers des actions concrètes de développement en réalité. Et des actions d'émancipation aussi. Parce que, oui, quand on parle de développement. À 35-40 ans, il dirigeait déjà la EV, comment on l'appelait All EV Conference. Oui, et en réalité, c'est cela. Parce que quand on parle de développement, le développement est porté par les humains, pour l'humanité, pour les humains. Donc un développement qui permet également de pouvoir affranchir. D'autant que le contexte d'alors lui donnait justement l'occasion de pouvoir engager des actions qui aillent dans le sens de l'émancipation, mais surtout beaucoup plus déjà en ce moment-là porté également pour le développement. Donc je crois que quand même c'était un colosse africain qui à la fois culturellement, intellectuellement, économiquement avait déjà un certain nombre de dimensions que nous pouvons aujourd'hui avoir comme un héritage commun. Parce que, à la vérité, il ne s'agit pas tout simplement de célébrer l'homme et de pouvoir voir au-delà de l'homme l'appartenance seulement à un clan ou bien à une partie de la nation. Mais plutôt, il faut qu'à un moment donné, nous puissions nous approprier l'homme. Nous pouvions nous approprier cet héritage-là et que ce soit au Togo ou bien partout ailleurs en Afrique, que Sylvanus Olympio, dans les mémoires collectives, devienne justement cette icône-là qui puisse inspirer davantage aujourd'hui et dont les idéaux sont toujours à promouvoir. Oui. Avant de repasser la parole à Dr Maman, je voudrais avoir une précision de Madame de Souza. Sylvanus Olympio, on disait qu'il était polyglotte. Certains documents parlent de 6 langues, d'autres de 12. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Bon, en tout cas, ses frères et sœurs parlaient de 12 langues. Je pense que les langues européennes, on les a vues, c'est-à-dire le français, l'anglais, l'allemand et le portugais, mais également le Yoruba, puisque sa grand-mère paternelle était originaire de la cour royale d'Abeokuta. Donc le Yoruba était parlé par pratiquement la plupart des frères et sœurs. Et il maîtrisait aussi les langues du côté du Ghana et du côté Aoulan, Evé, etc. Vous voyez? Bon, sauf que je ne sais pas si vers l'Afrique, par exemple, au niveau du Rwanda, est-ce qu'ils connaissent? Je ne sais pas. Je ne peux pas les citer. Ce que j'ai cité, c'est ce que je sais. Mais pour le reste, comment? La langue de sa maman. Ouais, la langue de sa maman aussi, voilà, qui est originaire de Korbongo, dans les savanes, et qui s'appelait Fidelia Afé. Yeah. Une femme très très calme que j'ai connue. Yeah. Docteur Mama, on parle des années 40-50. En Afrique, de tels personnages, de tels profils intellectuels, il n'était pas beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Déjà,
quand on prend le personnage de Sylvanus Olympio, comme le disait Emmanuel, en réalité, quand vous faites une formation en économie internationale, vous faites une formation en droit international, je pense que vous êtes aguerri pour être un bon politicien. Et très tôt, dès son retour au Togo, il a été associé par son oncle paternel qui s'appelait Octaviano Olympio. Il a été associé à la gestion des affaires publiques. Je pense que politiquement, on peut dire qu'il s'est préparé aussi trop que possible, parce que dès qu'il est rentré, il est entré en politique, dont il sera associé à la gestion des conseillers des notables. Après, il sera associé à la gestion du cercle des amitiés françaises, le CAF. On va revenir beaucoup plus en détail sur ces structures qui ont été des structures qu'il a managées contre la France, alors que c'était une idée de la France. Il a également participé à l'élaboration des textes fondateurs du CUT, et il est l'un des meneurs du CUT, le comité de l'unité togolaise en 1941. Il est l'un des meneurs du tout premier objectif du CUT à sa création, c'est-à-dire créer un EV-land dont vous avez parlé, la All EV Conference. Donc, du coup, Sylvanus Olympio, de retour de l'Europe, après ses études, était considéré comme l'un des plus grands intellectuels du pays, et il n'avait pas d'égal, aussi bien au Togo que dans la sous-région. Et cela aussi va se remarquer à travers son comportement de rigueur, mais également d'un certain orgueil. Ce qui lui vaut des inimitiés. Voilà, d'un certain orgueil, parce qu'il va à un moment donné accepter peu la critique, parce que pour lui, il maîtrisait un peu les rouages, comme l'a dit le docteur. Bien qu'étant formé, il s'est également lancé dans les négoces. Il a été un agent général de l'UAC, United African Company, au Togo. Il a été agent général de Unilever à Paris, avec résidence. Donc, bref, c'est quelqu'un, c'est un peu de tout. Il a un peu de tout. Il est un personnage hors pair. Mais comment est-il arrivé à la politique? Comment a-t-il construit son idéologie politique? Sylvanus Olympio, c'est un panafricaniste du premier ordre. C'est un personnage libéral et anticommuniste. Il est ceux-là qu'on peut considérer comme les pères fondateurs des nations africaines. D'ailleurs, le jour où il a été attaqué, il était en train de rédiger les textes. Il faisait partie de ceux qui rédigeaient les textes pour la création de l'Union africaine. Donc, du coup, c'est un panafricaniste. C'est une idéologie qu'il a habitée et qu'il a promue tout au long de sa vie. Même si on va le voir après avec l'autre panafricaniste d'à côté, Kwame Nkrumah. Il se disait qu'il ne s'entendait pas beaucoup. Le courant ne passait pas très bien, mais c'était aussi un panafricaniste. On peut aussi, comme l'a dit... Mais comment vous l'expliquez, le fait qu'ils soient tous deux panafricanistes, alors qu'ils ne s'entendaient pas? Oui, ils étaient de paradigmes différents. Pour le président Kwame Nkrumah, il fallait tout de suite, à la fin de l'indépendance, créer une Union africaine à l'image des États-Unis. Et il fallait commencer par le Togo, le Ghana qui avait déjà pris une partie du Togo, le Togo britannique. Le Ghana termine, le Togo, et le Bénin aussi. Et puis, au fur et à mesure, vous savez que les États-Unis sont créés avec 16 États en 1776. C'est au fur et à mesure que les États ont adhéré et ont ratifié la charte. Donc ça fait aujourd'hui un État d'une cinquantaine de pays. Donc lui, il était un panafricaniste qui s'inscrivait sur ce paradigme. Alors que pour Sylvanus Olympio, nous sommes indépendants, oui, mais il va falloir chercher d'abord à asseoir dans nos pays une nation, d'abord avant de penser à se regrouper. Donc c'est dans la méthode que les deux ne s'entendaient pas. Madame de Souza, je posais la question de l'ancrage idéologique de Sylvanus Olympio. Comment est-il arrivé à la politique? Mais je me rends compte que votre famille, les Olympio, les de Souza, vous êtes nés pour faire la politique. Bon, oui. En fait, je crois que c'est
le fait de vouloir le bien du prochain. Vous voyez, dans l'éducation, on parle de sa rigueur, etc. Ça fait partie, en fait, du schéma d'éducation qui a été donné. Donc, et puis aussi, ils sont chrétiens. Vous voyez? Donc, c'est vouloir le bien d'autrui. Je crois que le docteur Maman. Oui, docteur Maman. Oui, si vous permettez, donc, par rapport à ce que l'honorable de Souza a dit, il faut dire que l'ancrage dont vous parlez, on peut le retrouver dans la famille Olympio. En fait, quand on parle des Olympio, des De Souza, des d'Almeida, des Da Silveira, ce sont des populations d'origine afro-brésilienne, souvent des affranchis de l'esclavage, qui sont revenus s'installer sur la côte d'où ils sont partis, notamment à Ouida. Les Olympio, de retour, sont installés à Agoué. Donc c'est là-bas que le grand-père des Olympios s'est installé. Donc c'est lui qui a donné naissance à Elpidio Epifanio Olympio, dont la famille de Elpidio Epifanio Olympio va naître Sylvanus Olympio. Il avait 30 enfants. Mais l'un des enfants, donc l'un des frères de Sylvanus Olympio, fait partie des tout premiers Togolais à dire non à un certain comportement de la colonisation. Déjà à partir de 1900, Octaviano Olympio, l'un des oncles ou frères de Sylvanus Olympio, a écrit une lettre au gouverneur du Togo d'alors, le gouverneur Fonsetch, pour lui expliquer leur refus de la manière dont il gérait le pays. Déjà, c'était un nationalisme dans le temps. Donc, on peut dire que c'est un ancrage de la politique au sein de la famille. Et que s'est-il passé jusqu'à ce qu'il écrive cette lettre? Il y avait un Allemand qui passait et un Togolais, ils se sont rencontrés sur la route. Il a estimé que le Togolais ne l'a pas salué, il a giflé. Donc, en ce moment-là, quand tu vois un Allemand, tu le salues, ou si tu ne le salues pas, on te châtie. Donc, il a protesté contre cette manière de faire en écrivant au gouverneur une lettre. C'est Octaviano Olympio qui va récupérer Olympio dès son retour des études en 1932 et l'associer, comme je le disais, au conseiller des notables et plus tard au CAF. Et du CAF, ils vont ensemble créer le culte. On va reparler du culte tout à l'heure. Le temps de demander à Dr Yagno, c'est un constat, il y a plus de Sylvanus Olympio de nos jours. Ah oui, mais je crois quand même qu'il y a encore plusieurs Sylvanus Olympio. L'Afrique n'a jamais manqué d'avoir des Sylvanus Olympio. C'est vrai que le premier cas typique qui était là et qui a inspiré également d'autres personnes. Mais je crois que Sylvanus, comment est-ce qu'il est arrivé à la politique? Le contexte d'alors l'y a amené. En effet, parce que en ce moment, comme il a dit tout à l'heure, le docteur Maman l'a dit tout à l'heure, c'était le temps où les peuples devaient véritablement manifester, exprimer, concrétiser leur aspiration à l'indépendance et surtout lutter contre la colonisation en ce moment-là. Et donc lui, en tant que quelqu'un qui avait été nanti de beaucoup d'abord des diplômes, des connaissances et avoir également fait des expériences, il s'est frôlé également à d'autres peuples. Il a vu faire ailleurs, il avait tellement d'expérience en la matière. Il était cette personne qui était préposée en réalité pour pouvoir porter la voix. Et donc, devenu porte-parole, cela a fait que justement, il a été associé déjà au Conseil des notables. Il a avancé pour comprendre encore le processus. Mais je crois que véritablement, son ancrage politique, c'est parce que c'est d'abord sa vision de contribuer à l'émancipation. Mais beaucoup plus également parce qu'à un moment donné, les peuples ont retrouvé en lui l'incarnation de celui qui peut porter au mieux leurs idéaux. Et donc, que ce soit les chefs, même jusqu'à la création du culte, il faut quand même comprendre que l'homme a fini par s'imposer. Tout en se fabriquant en tant que politique, il a fini par s'imposer et à un moment donné, il était dans le cénacle de ceux-là qui étaient en ce moment-là des aspirants à l'indépendance. Il était devenu le personnage incontournable, le personnage qui pouvait
être au même moment présent, converser avec tel bord ou tel autre bord. Il était à un moment donné l'unanimité. Et c'est ce qui a fait qu'à la vérité, c'est pour cela qu'en fait, lors des élections, de l'élection présidentielle de 1961, que lui-même, il a, d'abord même de 1960, qu'il a porté d'abord Premier ministre et puis président, il faut quand même comprendre que quand il a pu rafler jusqu'à pratiquement 97%, et d'ailleurs, sous la supervision de l'ONU, cela prouvait déjà à suffisance qu'en réalité, c'était l'homme de consensus d'alors par rapport à son parcours, par rapport également à l'ouverture d'esprit. Il y a beaucoup qui diront que non, Sylvanus était un dictateur et qu'il avait de la rigueur. Je crois que c'était quelqu'un qui politiquement était incompris. Incompris, c'est vrai, parce qu'il était venu à la politique avec les outils du manager. Il était venu à la politique avec les outils de quelqu'un qui d'abord a été préparé pour pouvoir diriger des entreprises, un peu comme un entrepreneur. Il avait trop en avance sur son temps. Absolument, d'autant que c'était quelqu'un en réalité, quand il était venu en politique et surtout économiste, il ne pensait pas la politique comme l'agora des grands débats. Il pensait plutôt la politique comme les finances, l'économie, rapidement gérer et faire développer, surtout que il devenait comme ça le président d'un jeune État qui était pratiquement en construction. Donc, c'est pour ça qu'un de ces grands chantiers était donc la question de la monnaie. Oui, on en viendra sûrement. Donc c'est pourquoi moi je pense que Sylvanus Olympio, c'était celui-là qui politiquement s'est construit, mais je le réitère encore, n'était pas en réalité un politicien. C'était pas un politicien, mais c'était un politique. Un politique, c'est-à-dire c'était un acteur politique qui pensait, qui concevait la chose politique comme une sorte d'incubateur du développement, de l'émancipation, de la lutte pour l'autonomisation et surtout, à un moment donné, de pouvoir concrétiser cette lutte-là par l'obtention véritable de l'indépendance. Mais docteur Maman, je voudrais qu'on parle maintenant du culte comme étant un instrument, l'outil de conquête de l'indépendance par Sylvanus Olympio. Mais dès le départ, j'ai lu dans certains documents que le culte a été, comment on dit, créé par les colons. Comment se fait-il que Sylvanus Olympio est devenu le fer de lance de ce mouvement quelques années après? Oui, et c'est vrai, le culte, l'ancêtre du culte, c'était ce qu'on appelle le CAF, le CAF, le Cercle des Amitiés Françaises. Le Cercle des Amitiés Françaises, c'est une pure création de la France, ce n'est pas du mensonge, mais dans quel contexte cela a été créé? En réalité, en 1933, la crise économique née aux États-Unis en 1929 est arrivée au Togo et a été sévèrement recueillie, ou bien a touché sévèrement le pays. Et les femmes du grand marché, qui étaient les principales actrices de l'économie en ce moment, ont eu à manifester. On a surnommé cette manifestation la révolte des Lumières. Donc, du coup, c'était un signe de ras-le-bol de la présence française au Togo. Et la France, pour redorer le blason, a initié un certain nombre de projets qui consistaient à soigner l'image de la France. Entre autres projets, il s'est agi de créer le Cercle des Amitiés Françaises. C'est une association des Français et des Togolais qui se retrouvaient ensemble pour échanger, faire des débats, et se récréer, et prendre part à un certain nombre de jeux, de loisirs et autres. Et pour concrétiser ça, le stade que nous appelons aujourd'hui le stade Omnisport, qui s'appelait en ce moment le stade Georges Clemenceau, a été donc construit. Et de même que l'espace que nous appelons espace Fréau-Jardin, le maire d'alors s'appelait Fréau, il a été contacté de donner un espace. Et quand il a donné l'espace a été baptisé espace Fréau-Jardin. Donc aujourd'hui, espace Anani Santos. Oui, Anani Santos, au moment de la lutte pour l'indépendance, où les gens ont transformé cet espace-là en un lieu de rencontre et de meeting. Donc, dans la ferveur nationaliste a fait qu'on a vite fait de changer l'appellation de cet espace-là de Fréau-Jardin à Anani Santos. Mais il faut reconnaître que l'espace Fréau-Jardin a toujours été l'une des appellations les plus courantes jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, Sylvanus Olympio
de retour des études va être associé au CAF. Il fait partie de l'association, il va même être secrétaire général, parce que la France ne voulait pas prendre le devant de cette association pour qu'on dise que c'est elle toujours. Donc c'est elle qui a créé, mais la gestion revenait en réalité aux populations locales. Donc du coup, en 1941, Sylvanus Olympio et ses compères, notamment son oncle Ottaviano Olympio, ils vont, lors du changement des membres du bureau, modifier les tests pour que ça devienne un parti politique en création. Parce que l'idée était déjà en projet que la France allait permettre aux Togolais de créer les partis politiques à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, on était en pleine guerre. Et vous savez que dans les territoires coloniaux, après la guerre, plus rien n'a été comme avant. Il y a eu des velléités indépendantistes qui sont nées. L'éclosion du nationalisme est là. Donc du coup, la France, pour essayer de perpétuer sa présence aussi longtemps que cela pouvait l'être, a commencé à, entre guillemets, donner un peu de liberté aux populations colonisées en leur permettant de créer les partis politiques et de militer dans ces partis politiques. D'autant plus qu'avec le retour de De Gaulle, il fallait mettre sur pied une constituante et élaborer la constitution de la 4e République de la France. Donc du coup, Sylvanus Olympio, dès que la chance va leur être donnée de créer les partis politiques en 1945, ils vont transformer les tests de cette CAF-là pour la transformer en parti politique qu'on va appeler le Comité de l'Unité Togolaise CUT, dont le tout premier président sera Augustino Pá de Souza. Alors, avant de repasser la parole aux autres, je voudrais une explication. On a dit, Sylvanus Olympio a été le premier porte-parole de la OLV conférence, ce qui fait que dans certains courants, il est considéré comme l'homme des évêques. Alors, ce choix qui lui est collé à la peau, est-ce que ça n'a pas été contre-productif dans son parcours politique? Tout à fait, ça a été contre-productif à partir du moment où la France va récupérer cela pour manipuler les populations du Nord, ce qui va conduire en 1951 à la création d'un parti régionaliste qu'on a appelé l'Union des chefs et populations du Nord, UCPN, en leur disant tout simplement que, voilà, si vous acceptez suivre Sylvanus Olympio et ses compères et que nous, les Français, nous partons, je vais vous dire, nous, les Français, nous avons commencé par développer le Togo par le sud, on n'est pas encore arrivé au nord. Si nous on part, vous allez encore être colonisé. Est-ce que c'est une instrumentalisation ou une réalité? C'est une Parce que l'idée de l'unification des évêques, c'est oui, en pas fait, une fabrication. En 1946, lorsque le CUT a été créé, les fondateurs du CUT avaient un seul objectif, créer un État évé, ce qu'on appelle la Eviland. Donc le Eviland devait être un territoire qui devait prendre une partie du Bénin, une partie du Togo et une partie du Ghana. Sylvanus Olympio a été même jusqu'à la tribune des Nations Unies parce que le Togo en avait cette possibilité. Le Togo n'était pas une colonie de la France, mais plutôt un territoire sous tutelle de l'ONU administré par la France. Ce qui voudrait dire que les Togolais, s'ils ont une revendication à faire, ils en ont le droit. Contrairement aux Dahomey que la France colonisait, dont elle ne rend compte à personne, la France gérait le Togo et rendait compte aux Nations Unies, et les Togolais avaient la possibilité d'aller faire des revendications, ce qu'on appelle les pétitions. La toute première pétition de Sylvanus Olympio a été celle de réclamer la création d'un État évé. Donc, cette initiative va être un échec total, et tout de suite, Sylvanus Olympio et ses camarades du CUT vont tout de suite réajuster le tir et maintenant changer d'objectif. L'objectif qu'ils ont changé, c'est celui de réunir les deux Togos, le Togo britannique et le Togo français réunis et proclamer l'indépendance du Togo tel qu'il était à l'époque allemande. C'était leur objectif jusqu'à l'indépendance du Ghana en 1957, indépendance qui entérine l'annexion totale ou bien définitive du Togo britannique. Et donc, ils vont alors se recentrer sur le Togo français dont il va proclamer l'indépendance le 27 avril 1960. Oui. Docteur Gnagnon, est-ce qu'on peut considérer cette propension à réunir les peuples évêques comme un péché originaire, entre guillemets, de Sylvanus Olympio? Oui, en réalité, en ce moment, cela ne pouvait pas se lire directement comme cela. Mais, vous savez, lorsque les peuples, un peu comme par exemple le pan-germanisme qui était là aussi en Europe, lorsque les peuples veulent se mettre ensemble, surtout par rapport à la dénomination linguistique,
cela peut également poser des problèmes d'exclusion. Et surtout que si le territoire que vous partagez, vous n'êtes pas, par exemple, la seule ou les seuls interlocuteurs ou les seuls locuteurs de cette langue-là sur le territoire, ça, vous comprenez qu'il peut y avoir des problèmes. Donc j'estime quand même qu'en ce moment-là, cela pouvait réellement être un péché qu'il ne faut pas encourager, d'autant que Leveland, c'est vrai, à un moment donné, cette bande de territoire depuis le Togo britannique, en traversant ce Togo français, jusqu'à aller au niveau du Togo, au niveau du Dahomey, cette bonne bande-là était justement partagée en majorité par des locuteurs de EV. Mais le fait justement de pouvoir essayer de le concrétiser par la création, soit d'un État ou d'une nation, posait en ce moment-là véritablement problème. Et cela pouvait également être une sorte d'inquiétude pour les puissances. Pour les puissances, en quel sens? Parce que en ce moment où d'abord le français ou les Anglais qui étaient là, le français qui était là également, ne pouvaient pas concevoir qu'en fait c'était une sorte d'émancipation linguistique. Puisque si on arrivait véritablement à créer Leveland, la langue qui devait véritablement être promue au détriment donc des autres langues était théoriquement la langue Ewe. Et Leveland permettait justement en réalité d'être le creuset, un peu comme le territoire qui serait plus fertile au développement de l'Ewe. Et cela menaçait déjà les autres langues qui étaient des langues des puissances, soit l'anglais ou soit le français. Et si cela a échoué également au niveau des Nations Unies, c'est parce que véritablement en réalité cela se faisait déjà lire comme étant une sorte d'exclusion. Une sorte d'exclusion, parce que la construction des nations ne doit pas forcément se fonder sur la langue, même si la langue est un des éléments ou bien un paramètre important. Par ailleurs, lorsque le territoire qui est partagé, qui en réalité rentre également dans la définition soit de la nation, soit de l'État, cela porte également intérêt à ce que la langue qui est partagée et qui en réalité n'est pas une langue la seule qui soit parlée sur le territoire là, posera un problème, d'autant que cela va créer véritablement des minorités, des marginalisés. Donc je crois que théoriquement, dans mon analyse, en ce moment-là, cela pouvait véritablement être conçu comme un péché et cela devait réellement devenir comme un péché originel, d'autant que justement ils ont été obligés de rectifier le tir pour qu'en réalité on passe plutôt le Togo dans sa globalité post-coloniale. Mais Madame de Souza Wilson, Sylvanus Olympio, est-ce qu'il travaillait avec les autres? Vous êtes de la famille, les Olympio, les de Souza. Est-ce que vous intégriez les autres dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de voir le Togo? Bon, disons que d'abord j'étais assez jeune, comme je vous le disais, mais néanmoins, je crois que je voudrais aller un petit peu en arrière, s'il vous plaît. Oui. Par exemple, comme il a été épaulé par son oncle, Octaviano, en fait, son papa ne souhaitait pas qu'il fasse de la politique. Son papa le lui refusait. Mais comme il était très engagé, donc il a continué. Maintenant, avec les autres, comme dit tout à l'heure, il était vraiment tellement en avance, beaucoup en avance sur son temps. Vous voyez? Donc il travaille avec les autres, mais en fonction de la compréhension, et puis je crois qu'il faudrait tenir compte des réalités du moment. Oui. Vous voyez, des réalités du moment. Voilà, donc il a travaillé avec ces réalités-là, parce qu'il y avait ce stress créé par les colons, surtout la France. La France qui était, c'est-à-dire qui était au Dahomey, le Dahomey qui était une colonie, mais le Togo n'a jamais été colonie. Le Togo a toujours été placé sous tutelle de la SDN, Société des Nations. Donc la France, en fait, a eu un abus de comportement, si je peux dire ainsi, à prendre du coup le Togo comme une colonie. Wow. Alors vous voyez, je pense que lui, revenu de l'extérieur, il avait bien une bonne idée de préparer son pays, que son pays devienne l'ordre de l'humanité, comme on dit, mais en fait, sur le plan du développement. Vous voyez, et il avait un programme aussi bien pour le Nord que pour le Sud, en matière agricole. Vous voyez, mais avec la pression de la France, c'est pour ça qu'il voyageait souvent vers l'extérieur, vers les Nations Unies, pour réclamer que la France arrête ce qu'il faisait, parce que ce n'était pas admis
Et il rappelait tout le temps que le Togo n'était pas une colonie. Est-ce que vous voyez? Donc je crois que cette pression qu'il recevait de la France a dû certainement le pousser à réorienter peut-être une certaine son approche idéologique, vous voyez. C'est ce que je vois. Hein. Et puis je voudrais ajouter aussi quelque chose, excusez-moi. En fait, c'est-à-dire son grand-père paternel était métis portugais et sa maman, à lui, était amérindienne. C'est-à-dire une dame issue du mélange d'Indiens d'Amérique et de Noirs. Je voudrais préciser cela aussi. Oui. Cette précision. Même pour les de Souza aussi, c'est pas. Alors, beaucoup de questions à aborder encore, notamment son envie de rompre avec la zone franc-CFA. Il se dit que le 14 janvier 1963, un ministre de Sylvanus Olympio devait se rendre en France pour entériner donc ce divorce. Et la veille, il a été assassiné. Est-ce que ceci a un rapport avec cela? Olympio a-t-il fait des déçus au lendemain des indépendances ou a-t-il été incompris? On va évoquer toutes ces questions, de même que vos contributions dans la seconde partie de New World Forum. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite.